Bienvenue à cette nouvelle édition d'information. Les titres: Paul Biya brigue en 8e mandat à la tête du Cameroun. Une annonce officielle qui divise si ses partisans saluent la continuité. Ses détracteurs dénoncent un entêtement antidémocratique et un risque d'immobilisme. L'élection présidentielle du 12 octobre prochain s'annonce déjà sous tension. Et puis l'Ouganda a rouvert les postes frontières de Bunagana et Ishasha, fermés depuis 2022 par les autorités congolaises. Kinshasa accusait ces points de passage de financer indirectement les rebelles du M23, une décision unilatérale du président Museveni perçue comme un affront par la RDC. Et enfin, face à la multiplication des propos extrémistes sur les réseaux sociaux, les autorités burkinabées intensifient leur riposte. Près de 250 imams ont été formés à Ouagadougou pour prévenir les dérives dans un contexte sécuritaire fragile. Voilà pour les titres. À moins de 3 mois de l'élection présidentielle prévue du 12 octobre prochain, le président camerounais Paul Biya a officiellement annoncé sa candidature à un 8e mandat, une déclaration de candidature qui suscite une forte controverse au sein de l'opinion publique en raison de l'âge très avancé du président camerounais. Valère Bouguet pour les détails. Après 43 ans de règne à la tête du Cameroun, 65 ans au sommet de l'État, le goût du pouvoir semble n'avoir jamais quitté Paul Biya. Aujourd'hui, longtemps visiblement vers des mandats éternitaires au Cameroun. Alors que des supputations avaient envahi l'opinion publique ces dernières semaines au sujet de son éventuelle candidature, le président Paul Biya viendra assaimer une douche froide aux espoirs de ceux qui pensaient venu le temps de l'alternance dans le pays. Et c'est par ce message posté sur ses réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, que Paul Biya annonce sa candidature pour un 8e mandat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Une annonce teintée de drame et de mélodrame. Dans son message, le président camerounais affirme que sa détermination à relever les défis qui s'imposent au pays n'a jamais changé. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. Ensemble, il n'est pas de défi que nous ne puissions surmonter, a déclaré le chef de l'État dans une déclaration publique. Dans son message, Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, a souligné que la sécurité et le bien-être des Camerounais reste sa mission sacrée et que malgré des résultats visibles et appréciables, de nombreux défis demeurent dans un environnement international de plus en plus contraignant. Il a indiqué avoir pris cette décision en réponse aux attentes pressantes du peuple, de la diaspora et des différentes régions du pays. Avant de conclure son message par cette formule, le meilleur reste à venir. Et on pourrait aisément demander au président Biya de quel meilleur parlait-il, alors que le corps électoral pour l'élection présidentielle a été convoqué pour le 12 octobre prochain. Le peuple camerounais se doit désormais de prendre ses responsabilités pour participer massivement au scrutin présidentiel à venir. Si d'un point de vue juridique, la candidature du président Paul Biya n'est pas contestable, il demeure que d'un point de vue moral, c'est absolument surréaliste, voire irréaliste, de voir un dirigeant de 93 ans prétendre à un nouveau mandat pour diriger un pays jusqu'à l'âge de 100 ans. Une véritable curiosité planétaire. Mais ne dit-on pas que le Cameroun, c'est le Cameroun. L'Ouganda a rouvert 2 postes frontières stratégiques avec la République démocratique du Congo à Bunagana et Ishasha dans le Nord Kivu, fermés depuis 2 ans par Kinshasa. Ces points de passage étaient accusés de financer la rébellion du M23. Décryptage d'un geste lourd de conséquences avec Khadijatou Goro. L'Ouganda a rouvert jeudi les postes frontières de Bunagana et Ishasha, situés dans le Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Ces points de passage étaient fermés depuis 2022 et 2024 par les autorités congolaises
qui les accusait de servir des sources de financement à la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Jusqu'à 27 000 $ par mois auraient transité par ces postes directement dans les caisses du mouvement armé. Kampala qualifie la fermeture prolongée de ses frontières criminelle et contre-productive. Une décision unilatérale du président Yoweri Museveni qui fait aujourd'hui les affaires du M23, mais beaucoup moins celles de Kinshasa. Car cette réouverture est mal perçue du côté congolais, alors même que les relations entre les deux pays semblaient apaisées ces derniers mois. Fin juin, Ouganda et RDC s'étaient pourtant engagés à poursuivre leur lutte conjointe contre les ADF, un groupe armé ougandais actif sur le sol congolais et hostile au régime de Kampala. Et puis pendant des années, la fonction publique congolaise s'est développée dans une totale imprévision budgétaire. Entre 2017 et 2018, près d'1 million de recrutements ont été effectués, souvent sans financement, au cœur de la période électorale. Résultat, un fichier de paie hypertrophié et des milliers d'agents fantômes. Pour y remédier, le gouvernement mise aujourd'hui sur la retraite comme outil de gestion stratégique. 2 mécanismes sont prévus, un sous-compte à la Banque centrale et dès 2026, l'avance des indemnités pour les banques, un chantier complexe désormais placé sous le pilotage d'une commission technique interinstitutionnelle. Et puis au Burkina Faso, près de 250 imams viennent de bénéficier d'une séance de formation à la suite de nombreux dérapages constatés par le gouvernement burkinabé. Le ministère de la Sécurité a rappelé que le contexte sécuritaire tendu, la lutte contre les discours haineux sur les réseaux sociaux constitue un enjeu majeur pour préserver la cohésion nationale. Le point dans cet élément de la rédaction. Dans un contexte sécuritaire assez tendu, le gouvernement burkinabé entend accentuer la lutte contre les discours haineux sur les réseaux sociaux. À cet effet, une séance de formation a été organisée à l'endroit des ministres du culte, notamment les prédicateurs musulmans, pour accroître leurs capacités à prêcher le vivre ensemble, la cohésion sociale et la fraternité républicaine. À l'issue de la formation, un guide a été présenté pour encadrer la prise de parole publique des imams, prédicateurs et prêcheurs islamiques. Le gouvernement burkinabé ne peut que s'en réjouir. Vous savez qu'actuellement, tout ce qui est discours religieux, sur notamment les réseaux sociaux, c'est des discours très sensibles en ce sens que ça peut aussi avoir des répercussions négatives sur la cohésion sociale, sur la tolérance religieuse et sur l'unité nationale. Et nous pensons qu'avec des éminents docteurs tels que le docteur Doucouré, nous pensons pouvoir harmoniser tout ce qui est discours alternatif, tout ce qui est discours islamique au Burkina Faso. L'objectif est de mettre un terme aux mauvaises pratiques qui sont observées sur les réseaux sociaux, pouvant porter atteinte à la cohésion nationale. C'est la raison pour laquelle nous venons pour former nos imams qui certains n'ont pas eu la chance de faire un peu le droit de la communication. C'est peut d'avoir beaucoup d'informations et mieux harmoniser et cadrer nos messages et garder notre vie ensemble de la cohésion sociale dans ce pays. Le non-respect du code de conduite pourrait entraîner des sanctions disciplinaires et pénales, allant à la suspension des prédicateurs et des poursuites devant les autorités judiciaires. Comme on l'a dit, c'est transmettre des messages, conseiller des gens pour faire du bien et éviter le mal. En octobre 2024, la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso avait tiré sur la sonnette d'alarme face aux discours extrémistes diffusés par certains prédicateurs sur les réseaux sociaux. La Fédération des associations islamiques du Burkina Faso appelle les prédicateurs, imams et tous les musulmans à promouvoir un discours exempt de violence, de haine et de division afin de promouvoir le vivre ensemble et garantir la cohésion au sein des populations. Et enfin au Tchad, c'est la fin d'un cycle. La Société nationale d'électricité accusée de mauvaise gestion cède sa place à Tchadelect, nouvel opérateur public. Malgré des milliards injectés, les délestages persistent et la colère monte. Le président Mahamat Idriss Déby dénonce un système gangréné par les détournements et le clientélisme. Recrutement sans critères, salaire opaque, emploi fictif. Un rapport accablant du ministère de l'Énergie a scellé le sort de
la SNE. Reste à voir si ce changement sera plus qu'un simple lifting. Le gouvernement mise sur un ambitieux plan d'électrification appuyé par la Banque mondiale pour atteindre 53% de couverture d'ici 2030. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, cette citation de l'ancien président du Bénin, Mathieu Kérékou. Moi-même, j'ai dit, pendant la période révolutionnaire, que les intellectuels béninois, et en disant béninois, nous pensions à tous les intellectuels du continent africain, étaient tarés. Parce qu'ils travaillent dans leur propre pays comme s'ils sont des colons. Ils sont venus exploiter leur propre pays. Ils se soucient peu du développement de leur pays. Mais ce qui les intéresse, c'est de détourner les fonds. Quand ils signent les contrats, avant que celui qui est venu signer un contrat en disant nous mettons telle somme à votre disposition pour développer votre pays, avant son retour à Paris, à Londres, à Washington ou à Berlin ou à Bruxelles, en tout cas, etc., dans leur capitale où ils résident, ces fonds déjà sont dans leur propre banque. C'est ce qui fait la honte de l'Afrique. Bonne suite des programmes sur nos antennes et à demain pour un nouveau journal.